Quelle étrange abomination Proust a-t-il pu commettre pour s'attirer la rage et le mépris de ses contemporains? Montesquieu, deux points, ouvrir les guillemets. Mélange de litanies et de foutre. Gide, offense à la vérité. Cocteau, il n'a aucun cœur. Lucien Daudet, c'est un insecte atroce. René Boilève, une chair de gibier faisandé. Et Claudel, évoquant Proust, vieille juive fardée. Proust a perpétré le plus fabuleux des crimes, et ce crime porte un nom. Il s'appelle Albertine. Albertine, où l'écriture faite femme, Albertine, où la femme faite lesbienne, Albertine, où la ronde des femmes, enfin radicalement pénétrée, au fil du temps et de mère en fille, par la grâce de ce qu'il faut bien nommer, eh oui, l'hétérosexualité dans l'âme du très glorieux Marcel Proust. Donc nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2006 et c'est l'anniversaire de Proust qui est né le 10 juillet 1871. Et il se trouve que nous sommes au Ritz, dans le bar Hemingway du Ritz. Bon, il n'y a pas de bar Proust au Ritz, mais comme il se trouve que j'évoque Hemingway au début du Sexe de Proust, en citant cette formule d'Hemingway qui dit « Vous savez tous ce que c'est qu'un classique ? C'est un livre dont tout le monde parle et que personne n'a lu. » Je dis c'est précisément une formule qui s'applique à Proust. Proust est le grand classique de notre temps, c'est-à-dire tout le monde en parle et personne ne le lit. C'est bon, je continue, Jean-Luc, tu me dis hein, si... C'est bon pour le son ou pas? Donc le premier parallèle, il est fait par Proust dans un fragment du Contre Sainte-Beuve, par exemple, il explique que un grand génie, il parle de Baudelaire. Ah oui, non, on s'en fout, ça, c'est pas grave. Je sais pas. À la base, comme ça. Ouais. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Pour partir. Ouais. Un peu tranquille parce qu'on est embêté deux fois de suite. La concentration n'est pas facile. Voilà, donc c'est dans un fragment du Contre Sainte-Beuve, il évoque le monde de la... Bon, on a un problème de mise au point. Toute la première partie là, sur les cathédrales, ça allait ou pas du point de vue du son et tout ça? Ouais, là ça va, ça c'est très bien. On décalera un peu vers là. On va un peu de place, on laisse continuer. On peut y aller. Donc dans un passage du Contre Sainte-Beuve, c'est comme un ouvrage de pensée, pétrifié mais vivant aussi d'une certaine manière. On travaille, monsieur, excusez-nous. Merci. C'est bon, laisse. Et donc, c'est l'autre direction de la métaphore et de la comparaison entre la recherche et une cathédrale. Donc il y a là toute une peuplade de mots et de phrases pétrifiées qui l'attendent, lui, Marcel Proust, pour être lu et entendu et écouté. Monsieur, soyez gentil, on travaille, soyez gentil. Comment vous appelez? Venez, 2 secondes, venez 2 secondes. Comment vous appelez? Je me chauffe un peu là. Ouais, je t'en prie. Derrière, je vais essayer de virer la boutonne qui est derrière. S'il te plaît. Ça tourne. Alors on peut y aller quand tu veux, Stéphane. C'est bon?
Donc j'en étais à l'idée de la Bible de Pierre, à savoir qu'une cathédrale, au fond, c'est un ouvrage à déchiffrer. Maintenant, ce serait pas mal d'illustrer par une lecture, parce que je tourne autour du texte auquel je pense. On le fait maintenant ou Oui, on le fait maintenant. Ça va là, c'est tranquille, non? On fait le plan un peu en contre-plongée que vous voulez faire sur la lecture? Non, je préfère continuer maintenant dans le fil de ce que j'ai en dire. Et puis après, j'en ai plusieurs de lectures à faire, hein, tu vois. Et comme là, je suis en train de penser à certains textes, autant les faire maintenant avec la cathédrale en fond. Surtout celui qui parle des cathédrales. Parce que si au moins on arrive à faire cette lecture-là, après on... Ouais, mais je vais la dire, comme ça tu l'auras en rush, tu l'auras en archive, je veux dire. Alors attends, par contre, c'était dans... Parce que je peux te le dire à l'audio, comme ça tu l'auras en... C'est bon? Donc voilà ce qu'écrit Proust dans un texte qu'il a écrit. C'est un fragment inédit, enfin pas inédit, c'est un fragment qui n'a pas été retenu à l'intérieur d'un texte, d'un essai, d'une petite étude de Proust, dont le titre est En mémoire des églises assassinées. Il y a un récit qu'il fait à Céleste. Ça va pour le... C'est bon? Vous m'arrêtez hein, s'il y a un problème. Mais c'est pas grave s'il y a des gens qui passent derrière, c'est un peu vivant, tu vois. La lecture, ça allait pour le son, tout ça, ça allait bien? Bon, donc, je sais plus, vous aviez coupé à quel moment? Tu avais fini sur la lecture Et sur le regard extra-lucide de Marcel Proust. Tu l'as cette phrase, tu as chopé ça? Oui, oui, ça c'est bon. Oui, oui, alors c'est on attend un peu. Franchement, hein. On est parti. Le mec il travaille. Ouais, puis c'est pas grave en fait. Allez-y, monsieur. D'accord. Oui, il n'y a pas de problème, monsieur, il n'y a pas de problème. Vous me dites quand je démarre. Hein. C'est bon. C'est bon? Mais il n'y a pas la lumière rouge, là, c'est normal? Sur la tienne? Il n'y a pas de lumière rouge là-dessus. Ah bon, d'accord. Elle doit être pétée. D'accord, pas de problème. Et la tienne, il n'y en a plus là non plus de lumière rouge. Si, moi, Ah non, là, il n'y en a plus. Ah oui, non, mais c'est enregistré. Vas-y, parle encore, s'il te plaît. Ouais, je disais, tout à l'heure, il y avait... Voilà, là, il y a une lumière rouge. C'est bon? C'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Donc, je disais, il y a un récit que fait Céleste à Albaret qui n'est pas sans évoquer, à mes yeux, à moi, la fin de la recherche du temps perdu et les phrases célèbres sur les hommes qui sont juchés sur des immenses échasses de temps et où il se conçoit lui-même d'une certaine manière en train de concevoir le projet de son roman, mais en réalité en train de le parachever, puisqu'on arrive à la fin de la recherche. Bon, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour, vous pouvez me tenir ça une seconde? Non, je suis en train de travailler monsieur. Oui. Merci monsieur. Je ne dis pas merci à moi. Alors comment vous allez? Trop de bordel? Déjà on a la cathédrale, hein. Je sais pas. D'accord. C'est bon? Je continue? C'est pas plus... Finalement, il faut peut-être garder les mecs qui nous dérangent et tout, parce que c'est tous les paranos du coin et tout ça. Ouais, ça met un peu de vie, c'est vrai. C'est tous les fous du coin. Heureusement que j'ai un frère psychiatre, parce que comme Proust, il avait un frère médecin, moi j'ai un frère psychiatre et je sais exactement comment faire avec les paranos. Surtout pas d'agressivité. Dès que tu es calme et tout, parce qu'ils s'attendent à l'agressivité et ils attendent d'une certaine manière l'agressivité. Ils souhaitent presque l'agressivité. Parce que vu qu'ils sont troublés par les voix qui leur parlent en permanence. Donc tu rassures un petit peu, le mec il se barre, hein, t'as vu? Pareil avec l'autre. Hein? C'est le vin blanc qui lui a causé trop. Oui, c'est ça, oui. C'est aussi le vin, oui. Donc, il y a un rapport de connivence avec le parachèvement, c'est ce que j'étais en train de dire, le parachèvement de la recherche. Ouais.
Après, il y a la synagogue aux yeux bandés et tout ça. Bon, il y aurait plein de trucs à faire. Ça, j'ai fait déjà. Alors, attends, par contre, par rapport à ça... Je peux le mettre dans ma poche si tu veux. Tu veux que je le mette dans ma poche arrière? Ouais, mets-le dans ta poche arrière, je vais le mettre. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Tu peux y aller. Donc, je sais plus où on en était là maintenant. Donc voilà, il y a tous ces plans qui fonctionnent en complicité les uns avec les autres. Et qui permettent de comprendre, selon moi, la profonde importance que revêt la cathédrale, le phénomène même de la cathédrale pour Proust. Et ouais, attends, j'essaye de me rappeler si j'ai pas oublié des détails. Des trucs, les lectures, c'est le plus facile, donc on les fera après. Non, bon. C'est pas mal la fin sur les Regnis et tout ça, non? C'est bien ça, c'est bien, ouais. Tu peux peut-être amorcer par rapport à ton livre, t'as pas trop parlé de ton livre en fait. Non, mais ça sera plutôt sur le... Pour l'instant, c'est pas... j'en parle pas trop des cathédrales, tu vois, je les évoque très rapidement, donc je préfère... C'est bon, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Donc voilà, je vais vous lire un passage de la... C'est bon, ça tourne? Et donc le 14 janvier 1913, Proust écrit à Madame Strauss. Hein. Donc c'est celle qu'on voit. Hein. Les cloches, ça va pour le son, c'est pas un problème? J'avais tout préparé pour faire une station en plein jour devant la porte Sainte-Anne de Notre-Dame de Paris, où il y a depuis 8 siècles une humanité beaucoup plus charmante que celle que nous fréquentons. Mais jamais les yeux de ceux qui passent devant elle ne se lèvent ni s'arrêtent. Ce sont des yeux pour ne pas voir, entre guillemets. Et mes yeux, peut-être, eux, regarderaient et aimeraient, mais ils ne passent pas devant elle et ils ne s'ouvrent que dans l'obscurité et ne regardent qu'un mur de liège. Évidemment, comme d'habitude, et de même qu'à la fin de la recherche du temps perdu, le narrateur explique qu'il a tout son roman à faire alors que le roman est en plein parachèvement merveilleux. Lorsque Proust dit que lui, il pourrait voir cette humanité merveilleuse que les passants ne voient pas, mais que, ne se déplaçant pas, il ne voit que l'obscurité de son mur de liège, il est en train de dire aussi, d'une certaine manière, qu'en tant qu'il est un extra-lucide, et qu'en tant qu'il est habité par le temps, il arrive à voir, lui, et à entendre, et à comprendre, et à écouter le langage même de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est ce qu'elle est en train de confirmer derrière nous. Cette belle cathédrale. Alors il y a... Il y a quelque chose d'important, je vais terminer sur la question de la beauté, de l'invisible beauté, ce que j'ai appelé l'invisible beauté. Il y a 2-3 lectures importantes à faire. Ça va bien...
ces fragments, ces parcelles de temps à l'état pur. Proust, d'une part, qu'est-ce qu'il y a? Je continue? Proust, d'une part, les dévoile. Alors, la dernière citation que je vais faire, c'est dans Monsieur Proust. C'est Céleste Albaret qui évoque ça. Je continue, Jean-Hugues? C'est la dernière, il y en a pour 10 secondes. Après la cassette, ben, c'est bon, je termine la cassette, c'est bon. Donc on vient de voir là que Proust fait un rapprochement qui est vraiment très pensé, c'est pas une simple image. C'est fabuleux, hein. Et là on a un exemple vraiment de la singularité absolue du moindre fragment de phrase de Proust lorsqu'on lit cette liste d'adjectifs qui suivent l'air là, de lassitude donc. C'est un air là, gauche, affairé. Il est à la fois maladroit, il est à la fois affairé, honnête, parce que c'est en elle finalement que la vertu prédomine, et triste, parce qu'elle est triste que la vertu prédomine sur le sadisme finalement, et non l'inverse. Quelque chose du secret de l'écriture est en train de se dévoiler pour le narrateur et pour Proust en tout cas. La communauté littéraire homosexuelle s'est sentie trahie par Proust, pour des raisons complexes, mais en particulier parce qu'il n'a pas idéalisé les relations homosexuelles, et parce que d'autre part, il élabore une aptitude de son narrateur à percevoir les vrais en captant les émanations involontaires de leurs secrets que partagent et que laissent parfois échapper à l'air libre les lesbiennes. Il ne m'a fallu que 20 secondes pour aimer Proust à fond, comme j'aime Homère, Shakespeare, la Bible, Zénon d'Élée, La Bruyère, Swift, Eschyle, Pascal, Cervantes, ou n'importe lequel de ces classiques dont tout le monde parle et que moi je lis. 20 secondes déconcertées par cette implosion de la langue dans la langue, cette fission un à un de tous les atomes du français, mon idiome maternel rendu, et de la façon la plus abrupte, familièrement méconnaissable, tangiblement dématérialisé, dématernalisé en somme, toute l'orthodoxie syntaxique affadie en une fulgurance par ce pronunciamento vivace des mots, ce gondolement emballé du tapis roulant de la ponctuation, ce flamboiement des lettres sur la page, feu noir sur feu blanc, comme dit Rachy, les 1000 vieux lieux communs du langage déroutés irréversiblement, comme ils le sont aussi par la moindre ligne de ces lignes. 20 secondes d'étourdissement donc, puis ce fragment de phrase, il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Voilà, j'étais pris. 12 mots, apôtre d'une nouvelle bonne nouvelle, me soufflant que je serais un jour, moi aussi, romancier, c'est-à-dire enfin devenu moi-même ce dont parlait l'ouvrage.